La grossesse, c'était super. Que du positif. Je me sentais bien. Mais le jour de l'accouchement a tout fait voler en éclats. Quelque chose s'est cassé. Il y a eu une rupture. C'est comme une photo déchirée où on me verrait enceinte, et puis après l'accouchement, et dont je n'arrive pas à recoller les morceaux. Ça a été horrible. Quelqu'un que je connais pas débarque, puis un autre, j'étais perdue. J'ai les jambes dans les étriers, il y a des mains qui cherchent à faire sortir le bébé. Je peux même pas l'expliquer en fait, il faut l'avoir vécu pour comprendre. Elle va bientôt accoucher. Voilà. Super. Non, non, moi j'en veux pas. Super. On m'avait proposé différentes choses, dont les cours de préparation à l'accouchement. Mais je n'en avais pas envie, je préférais tout découvrir par moi-même le jour J. Que ça se déroule naturellement en fait, comme autrefois. Avant, il n'y avait pas toutes ces procédures, la péridurale n'existait pas. J'étais assez ferme sur ce choix. La grossesse se passait super bien, j'étais active, je jouais au foot, j'ai tout fait, à la cool. On me disait de faire attention, mais moi j'étais tellement en forme. S'il y avait eu une sage-femme signante, si tout avait été accessible, évidemment j'aurais été partante. Mais ça dépend aussi où on habite. C'est pas marrant quand même. Quand on habite loin et qu'on doit faire des kilomètres pour les consultations, c'est pas tenable. Tout est resté bien en place. Là, on vérifie que le cœur et l'estomac sont toujours bien séparés là, par le diaphragme. D'accord ? Voilà. Ça, après cette mesure-là, on aurait une idée de son poids aujourd'hui. Ah, elle a beaucoup de cheveux. Beaucoup, je sais pas, mais il y en a. C'est pour ça que j'ai des brûlures au niveau de l'estomac. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est pas lié directement, mais ça n'a rien à voir en fait. Mais voilà. Du lundi au mercredi, j'avais eu des contractions très fortes. Je souffrais, c'était horrible. Le mardi soir ou le mercredi matin, j'ai fini par demander la péridurale. J'avais pas le choix, c'était affreusement douloureux. Du coup, le mercredi matin, ils m'ont fait descendre en salle de travail. Mais ce n'était pas une salle de travail naturelle. J'ai été perfusée, il y avait tout le matériel électronique et toute une équipe médicale autour de moi. Bon, c'était parti. Arrive un homme qui s'installe entre mes jambes écartées. Je me sens vraiment pas à l'aise. Il y avait déjà un étudiant derrière moi qui m'avait demandé l'autorisation. Bon, ça me gênait pas. Mais là, 2 personnes qui déboulent face à moi sans qu'on m'informe, sans pouvoir communiquer. Bref, je prends sur moi. À ce moment-là, il est obligé d'utiliser la ventouse, mais il n'arrive pas à sortir le bébé. Alors il passe au forceps. Et quand on utilise les forceps, la maman doit pousser pour aider. Mais moi j'ai arrêté et j'ai commencé à me débattre. Ils se sont mis à 7 ou 8, y compris les sages-femmes et l'étudiant pour me maintenir les jambes. Et moi je hurlais « Arrêtez, je veux arrêter !» Il a compté jusqu'à 3 et il a sorti le bébé au forceps d'un coup. Il n'y avait pas le choix. Ils ont voulu me donner la petite, mais je l'ai repoussée, je n'ai pas pu. C'était trop pour moi, entre la douleur qui avait duré si longtemps, l'arrivée brutale de ces hommes, et puis le manque d'informations, Je sentais bien qu'il y avait eu un problème. J'étais complètement chamboulée, en fait. Je suis certaine que si on posait la question aux femmes, elles seraient des milliards à raconter une histoire sur leur accouchement. Combien d'histoires à raconter, de souffrances, de malheurs, d'autres femmes ont vécu des moments heureux, de bonheur, de joie et de peine. Je ne suis pas la seule, je suis une parmi tant d'autres. Il est bien évident qu'un soin ressenti par quelqu'un sera différent pour ce même soin pour une autre personne.
même si on fait la même chose. Et c'est ça que le professionnel de santé n'a pas conscience actuellement. Et se remettre en cause, alors là, je peux vous dire que voilà, les violences obstétricales, elles sont omniprésentes. Vous pouvez être violent dans une situation d'urgence parce que vous n'avez plus aucune maîtrise de ça et vous devenez violent parce que vous n'avez que ne cesse de dire il ne faut pas que je fasse de faute, il ne faut pas que je faute. Et donc du coup vous ne pensez plus à la personne qui est avec vous. Et vous ne réfléchissez que sur ce que l'urgence, alors en l'occurrence en obstétrique, une hémorragie de la délivrance, un ralentissement cardiaque, enfin voilà, des choses comme ça, etc. Au niveau obstétrical. Et là, vous n'avez que de cesse que de penser à l'urgence, mais de plus penser au patient. Et c'est là que vous risquez d'être violent. La meilleure lutte contre les violences, c'est le temps et la discussion. Il y aura toujours des situations extrêmes sur lesquelles on focalise et on dit voilà, c'est ça, mais dans les choses simples que j'ai vues changer et qui m'ont été présentées comme non choquantes au début et qui le sont devenues, c'est obtenir l'accord. C'est obtenir l'accord. C'est-à-dire qu'une patiente vient, on va l'examiner, on lui demande avant, on en parle ensemble, mais quand j'ai commencé, l'accord, on ne le demandait pas puisqu'on partait du principe qu'elle venait pour ça et que si elle n'était pas d'accord, elle ne serait pas venue. Et puis l'examen clinique s'enchaînait sans poser de questions. L'exemple du frottis cervico-vaginal, donc qui nécessite une intrusion dans le plus intime de la personne, en l'occurrence la femme, bien évidemment, mais qui nécessite cette intrusion, etc., il peut être fait avec violence. Je vous donne un exemple, il peut être fait parce que la femme, si elle n'a jamais eu de rapport, et le gynécologue, techniquement, ou la sage-femme, puisque c'est aussi la partie de la sage-femme qui peut réaliser ces frottis, va le faire en conscience en disant « il est absolument nécessaire de dépister le cancer chez vous, madame, même si vous n'avez pas eu de rapport ». Et donc, hop, spéculum, hop, toucher vaginal, et hop, frottis. Voilà. Et là, vous avez créé une violence. Parce que la personne n'a jamais eu de rapport, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Le signe d'Elena, la lettre E qui descend le long du visage, on lui a attribué suite à l'expérience catastrophique de l'accouchement. Il y a eu les 3 jours de contraction, l'utilisation de la ventouse et puis les forceps, l'intervention de cet homme, bref, toute cette histoire s'est mal passée. En fait, elle est née avec une marque sur le visage à cause des forceps. Quand je l'ai posée devant nous, Jérôme a regardé Elena. On s'est regardé, on avait bien vu la marque. Elle venait à peine de naître, on était encore dans la salle de travail. Cette trace, on savait que c'était une marque et pas une cicatrice. On a pensé à son prénom Elena et on a gardé le E qui suit la trace sur le visage. On s'est mis tout de suite d'accord sur le signe, mais on pensait que ce serait provisoire. Et finalement, on ne l'a jamais changé. En médecine, il y a aussi beaucoup d'infantilisation, de paternalisme, et c'est vrai, de mépris aussi malheureusement de la douleur des femmes. Ça va avec le fait peut-être aussi que notre société dit tu enfanteras dans la douleur, il faut souffrir pour être belle, on doit souffrir pendant les règles. Donc malheureusement, comme on doit souffrir tout le temps, quand on se plaint de douleur, on n'est pas forcément cru. C'est important de nommer au bout d'un moment. C'est plus possible de croire que ça se passe chez le voisin ou que c'était il y a 10 ans ces violences-là. En fait, ce qu'on dénonce, c'est pas pour faire du bashing envers tel ou tel professionnel de santé. C'est vraiment pour faire comprendre que c'est vraiment grave et que ça entraîne vraiment des dégâts dans la vie des femmes, dans le lien avec leurs enfants, dans leur famille. Et c'est pour ça vraiment qu'on se bat pour faire comprendre l'importance de changer ces pratiques médicales et changer cette prise en charge. Quand ça touche à la gynéco et l'obstétrique, comme c'est l'intimité, du coup, ça a un pouvoir de nuisance bien plus grand et malheureusement, ça peut traumatiser beaucoup plus les personnes.
En fait, j'avais une intuition, comme un pressentiment, comme si je savais que ça allait mal se passer. Dès mon arrivée, la sage-femme qui m'a accueillie et qui m'a accompagnée jusqu'au bout, dès l'accueil, elle me disait juste « Restez là, attendez ». La communication était vraiment limitée et en plus, elle n'essayait même pas de montrer de la sympathie ou de me rassurer. Elle me disait « C'est bon, restez là, attendez ». L'air renfrogné et puis elle repartait. Oui, d'accord, j'attends, mais... Je suis montée dans la chambre, ça allait, et quand les contractions ont démarré, je suis passée en salle de travail. Elle repassait régulièrement « Attendez !» Je l'interrogeais du regard « Attendez, attendez !» La communication se résumait à ça. J'ai eu une épisiotomie, et quand il a fallu recoudre, la douleur est revenue parce que la péridurale faisait moins effet. Ça a été le moment le plus traumatisant pour moi. Je me sentais seule, personne ne me rassurait, je n'avais aucun soutien. La sage-femme, toujours la même, j'aurais aimé qu'elle me tienne la main, rien que ça. Mais elle l'a retirée tout de suite, aucune empathie. Et là, l'obstétricien commence à s'énerver parce que j'agitais les jambes à cause de la douleur. Il les a plaquées brutalement pour m'empêcher de bouger. Je lui ai dit « Wow, doucement, c'est violent !» Lui, « Calmez-vous !» Le ton est monté entre nous. On s'est calmé et il a continué à recoudre. L'épisiotomie, c'était difficile à accepter. Il aurait pu me demander mon accord et il ne l'a pas fait. On était dans une situation d'urgence. Il a fallu utiliser les forceps, mais quand même. Dans les cas d'urgence, alors encore plus pour les femmes sourdes, parce que du fait qu'elles n'entendent pas ce qui peut se passer autour et du brouhaha, alors elles voient les gens s'agiter autour, etc., sans savoir vraiment trop pourquoi, ce qui se passe, etc. Ça, c'est très, très compliqué pour elles à vivre. Sur le moment, je n'ai pas réalisé avec la fatigue. Je ne comprenais pas. Quelle machine, c'est quoi? Mon compagnon m'a dit les forceps. Ah oui, ok, allez-y. J'ai vraiment compris après coup. Mais pour l'épisiotomie, on ne m'a pas informé du tout. Cette proposition de résolution pour lutter contre les violences obstétricales et gynécologiques, elle m'a demandé beaucoup de persévérance. Alors, en même temps, elle est signée par des députés qui vont de la droite de l'hémicycle jusqu'à l'extrême gauche. Preuve que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui n'est pas un sujet politique, mais un sujet de société. Et en même temps, j'ai vu que quand il était question, en réalité, à la fois de parler de la femme qui accouche, qui est quand même une femme puissante, de parler du sexe de la femme, c'était un petit peu compliqué. Les violences gynécologiques et obstétricales sont définies ainsi selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. La non prise en compte de la gêne de la patiente, liée au caractère intime de la consultation. Les propos porteurs de jugement. Les injures sexistes. Les actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. Les actes ou refus d'actes non justifiés médicalement. Les violences sexuelles. L'OMS estime qu'il y a à peu près dans 10% des cas, il faut recourir à une épisiotomie, donc une incision du périnée pour que le bébé puisse passer. En France, sur les primipares, c'est-à-dire le premier enfant, on arrive à des taux de 35%. Alors qu'on a des pays scandinaves notamment qui sont entre 4 et 6%. Donc là, on voit bien que le surcroît d'épisiotomie, il est sans doute lié à une surmédicalisation, parce que bien souvent, pardon, c'est un petit peu technique, mais une petite déchirure, c'est pas grave, il vaut mieux ça qu'un acte chirurgical lourd quand même qui est l'épisiotomie. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en cause les praticiens, mais simplement dans toute pratique, il y a des moments où on fait un état de ces pratiques pour voir si elles sont toujours adaptées. C'est vrai qu'à moitié nu en position gynécologique, on a du mal à vraiment argumenter, on ne devrait pas avoir à se battre ou à argumenter pour avoir ses droits respectés. On n'est pas dans une position confortable.
Ça a été violent, oui, à la naissance de ma fille. Quand l'ORL est venue pour le dépistage de la surdité, pour savoir si elle était sourde, entendante ou malentendante. Moi, j'ai dit un non ferme. Je voulais découvrir ma fille par moi-même, dès la naissance, savoir qui elle était, qui était mon enfant. C'est un droit, on est libre de refuser ou d'accepter, je le savais. Proposer ce test, ça fait partie de leur travail. Une personne est venue me le proposer, mais ce n'était pas une vraie proposition. C'était vraiment insistant. Et elle est repartie. Et puis une sage-femme est revenue me demander pourquoi je refusais le test. Je pense qu'ils en avaient parlé entre eux. Elle insistait en me disant que c'était mieux de savoir. Elle cherchait vraiment à me convaincre. Je sentais la colère monter. J'avais déjà dit non. Déjà l'accouchement s'était mal passé. Et juste après, on veut m'imposer le dépistage ? Stop ! Vous cherchez quoi là ? J'ai dit non, c'est non. Laissez-moi apprendre à connaître ma fille. Le test, je le ferai quand je serai prête et qu'il y en aura besoin. En plus, j'ai un passif avec les ORL. Ça s'est toujours mal passé, alors j'ai pas envie de remettre ça avec ma fille. Ah non, c'était horrible. Le mot tabou, moi je connais pas. Il faut le briser. Il faut que nous, les femmes, on monte au front. Moi, ce que je dis toujours, et là pour la première fois, je vais en profiter pour le dire publiquement, c'est le poing levé et la main sur le sein. Parce qu'on a des seins, quoi. Battons-nous, ne nous laissons pas faire, montons au créneau. Les tabous, ça n'existe pas, il faut les lever. Il faut montrer que nous sommes des êtres humains et que les femmes n'ont aucune raison de se soumettre, qu'on doit se rebeller. On doit montrer qui on est. C'est quand même nous qui fabriquons la vie. Ensuite de couches, les femmes ont accouché. Elles sont du coup vulnérables, fatiguées, elles découvrent leur enfant, etc. Et du coup, elles font confiance aux professionnels de santé pour les accompagner. Mais il y a une nécessité d'écouter la femme, d'écouter cette femme, parce qu'il y a des protocoles en maternité qui sont standardisés pour toutes les femmes. Et les femmes, en fait, elles ont des vécus différents, elles ont des choix, des envies différentes. Et c'est très important d'adapter ces protocoles. Et puis, on se rend compte aussi, parce que nous, on informe beaucoup sur l'accouchement, sur le fait qu'il y a une peur de l'accouchement, mais au final, c'est vraiment une peur des violences obstétricales. C'est vraiment deux choses différentes, en fait, que l'accouchement. Alors, ça choque quand on dit ça, mais il y a des femmes qui ont même des orgasmes en accouchant. Enfin, je veux dire, l'accouchement, c'est pas du tout la torture qu'on nous présente. Par contre, les violences obstétricales, c'est vraiment de la torture, pour le coup, et ça traumatise. Les femmes qui vivent des violences obstétricales ne voudront pas forcément d'autres enfants, en général. Par contre, des femmes qui ont un accouchement respecté, on respecte le rythme, elles ont été avec des personnes bienveillantes, etc. On les a laissées accoucher dans leur rythme à elles et comme elles voulaient elles. Et bien du coup, ces personnes-là, moi, elles me disent qu'elles se remettent très bien et qu'elles auraient accouché, qu'elles réaccoucheraient les prochains jours, en fait. Elles disent que ça a été super, elles sont pas du tout traumatisées. Je sens bien que, quand je regarde les photos, tout me revient. Les larmes me montent aux yeux, la culpabilité. Toi, tu me dis de tourner la page, que c'est du passé. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut avancer. Tu as beau me dire ça, moi, j'ai encore besoin d'en parler pour l'évacuer. Je n'ai pas encore fait le deuil de cette histoire. Il y a encore des choses que je dois accepter. Le fait que tu en parles régulièrement, ça ne me dérange pas du tout, je comprends. Je vois bien que tu souffres énormément et que tu te sens très frustré, c'est clair. En même temps, il me semble qu'il faut avancer. Zélia est là maintenant, avec nous, et la vie continue. Il faut se construire avec ça. L'accouchement, oui, ça a été un moment de grande frustration. Mais tu ne peux pas revivre cet accouchement. C'est impossible. Donc il faut dépasser cette histoire. Ferme tes paupières et endors-toi. Avec ma lumière, je veille sur toi. Des milliers d'étoiles brillent dans le ciel et chantent pour toi de belles ritournelles. Pourquoi devenir mère si je ne suis pas capable de lui apporter quoi que ce soit de positif ? Il y avait eu de la douleur, la difficulté à mettre en place l'allaitement. C'était tellement compliqué qu'elle perdait du poids et ça m'inquiétait. Et puis pendant 2 semaines, elle a eu des nuits très difficiles. Elle pleurait beaucoup, donc j'étais vraiment épuisée. C'était dur.
J'avais encore le souvenir de cet accouchement dont il fallait faire le deuil et que je n'arrivais pas à dépasser. Le traumatisme était toujours là. C'était dur de créer le lien avec elle. Et puis, quand les douleurs se sont estompées, que l'allaitement s'est mieux passé, que le traumatisme a commencé à s'éloigner, j'ai pu être en lien avec elle et commencer à accepter. Et aussi, mon entourage me soutenait moralement. Tout le monde était optimiste. On me disait « Il n'y a pas de mauvaise mère, ça n'existe pas ». Nous, en médecine, il y a un mouvement de fond beaucoup plus ancien qui est le patient au centre du soin, c'est le terme, c'est l'anglais « patient-centered care », où justement on doit faire évoluer notre soin qui doit se faire autour du patient et non pas autour du soignant ou autour de l'institution, parce qu'on est dans cette équation impossible où il faut que ce soit centré sur le patient, le soin, mais on a des impératifs qui sont mis sur les soignants avec des obligations, et on a l'institution qui elle-même a un budget, des locaux, des difficultés de fonctionnement et une pression politique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, celle-là. Et donc c'est une équation qui est impossible. Mon travail, c'était aussi de convaincre les femmes de parler parce que c'est un beau moment, la naissance. On n'ose pas le ternir en disant « Ah oui, mais là, l'infection des agrafes après l'épisiotomie qui n'était pas nécessaire pour moi, il m'a drôlement fait souffrir et en plus, j'ai découvert que ce n'était pas forcément nécessaire. » Donc en même temps, il faut à la fois dire à quel point c'est un moment d'humanité, mais en même temps, il ne faut pas cacher que, je dis souvent, hein, c'est gore l'accouchement. C'est organique, la femme est dans un moment de puissance, ça en effraie certains, y compris les femmes elles-mêmes. Donc il faut aussi dire ce que c'est que l'accouchement. C'est vraiment une question de toute notre société, en fait. Quelle place on donne aux femmes, quelle donne place à leur santé, quelle place on donne à ce qu'elles disent, en fait. Quel crédit on donne à leurs paroles. C'est pas que dans les maternités, c'est dans tous les domaines, en fait. J'ai été accompagnée par une aide-soignante, une sage-femme et une troisième dont j'ignorais la fonction. C'était 3 femmes. Les 2 premières s'occupaient vraiment de moi. L'aide-soignante était très présente, d'une grande douceur. Elle était formidable. Même quand je me suis débarrassée de mes appareils parce que je pleurais et que ça me gênait trop, elle a fait l'effort de venir me parler tout près. C'était incroyable, je sentais qu'il y avait de l'amour. C'était aussi une maman et j'ai senti une connexion. Comment dire ? C'est une femme en fait, et entre femmes, on se comprend. C'est une sensation inexplicable. Là, pour le 2e, je trouve que ça s'est bien passé, oui. Cette fois, pour moi, c'était plus humain. Voilà, plus humain, c'est ça. J'ai trouvé le mot. Ils étaient plus humains.